Bonjour Bonjour les les amis. amis, voilà, nouvelle Mais vidéo technique. encore une. Bon, il y en a pas mal qui m'ont dit que ça leur plaisait, donc on continue, hein, en attendant de partir. Alors aujourd'hui, je vais parler de la gestion de l'énergie électrique dans le véhicule. C'est parti. Alors déjà une petite chose, je suis Oui. là en fait pour mettre un petit peu d'animation dans le cours, Ah oui, parce ah oui, que bon, c'est un petit peu rébarbatif, on va dire, oui. ça va être sur un écran qui défile, donc soit je fais un petit peu le singe, soit je vais poser quelques questions, parce que moi aussi je suis un peu novice, donc je vais faire l'élève, hein, et ben voilà, je laisse le professeur. Opéré. Dans un premier temps, un petit rappel d'électricité en ce qui concerne la caractéristique du courant électrique. Alors, on a trois fondamentaux, trois valeurs qui définissent un courant électrique. C'est la tension, dont le symbole est U, et qui s'exprime en volts. Ensuite, on a la résistance, symbole R, qui s'exprime en ohm. Et enfin, l'intensité, dont le symbole est I, et qui s'exprime en ampères. Alors j'ai trouvé un petit schéma qui symbolise vraiment la circulation de ce courant dans un conducteur. Donc ici, on a trois petits bonhommes. Un monsieur que j'appellerai monsieur Volt, qui a l'air de pousser monsieur Ampère, se trouve en difficulté avec monsieur Ohm. Alors, je rappelle que monsieur Volt, c'est la tension, donc c'est la poussée. Si on fait une image par rapport à une situation hydraulique d'un château d'eau, plus la hauteur d'eau sera conséquente, plus la poussée sera donc conséquente. Ici, donc, je revois monsieur Ampère qui est vraiment en difficulté. Et plus la résistance due à monsieur Ohm sera importante, moins on aura en fait de courant qui circulera dans la ligne électrique. Donc voilà, ce sont ces trois données qui sont importantes pour comprendre un petit peu ce qu'est le courant électrique et toute sa difficulté, et notamment nous, en basse tension, pour faire circuler ce courant dans nos lignes électriques. Ah, c'est bien imagé quand même. C'est bien imagé, hein? Mais Monsieur Ampère, il a pris du poil, hein. Monsieur Ampère, il est grossi, ouais, Oui. donc d'où la difficulté. Alors, Plus il y a d'ampères et plus c'est difficile à passer. exactement. Ah, ben voilà, hein. Plus il y a d'ampères, plus c'est difficile à passer. Alors, il faudra donc, en ce qui concerne nos lignes électriques, prendre en compte tous ces points. Euh, au niveau de la circulation du courant, notamment la section du fil, plus la section sera conséquente, plus ce sera facile pour monsieur Ampère de circuler. La résistance liée par monsieur Ohm, il faudra faire attention à tous les problèmes de connectique, hein. Les pannes sont bien souvent liées au connecteur. Et ensuite, les volts, ben oui, si la poussée n'est pas suffisante, je prends l'exemple sur nos batteries, si on n'a pas suffisamment de tension, ben on n'a plus rien. Voilà, la poussée est trop faible, du coup, on n'a pas de courant électrique qui circule. Une autre notion importante qui est bonne à rappeler, c'est la puissance électrique, exprimée donc en watts, dont le symbole est P. Qu'est-ce que c'est que la puissance électrique? C'est la tension qui est multipliée par les ampères. Ah oui. Moi, j'avais une petite formule, moi, c'était W égale VA, c'est-à-dire W égale volt par ampère. Ça peut être ça? C'est un moyen, oui, Ouais, mais tout à fait, c'est... de définir la puissance. Voilà. Moi, c'était mon petit mémo, quoi. Maintenant, en matière de synoptique sur nos véhicules, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des générateurs. Le premier, c'est l'alternateur quand le véhicule roule. On va le voir, il sert à charger nos batteries cellules. Ensuite, on a les panneaux solaires qui sont producteurs d'énergie, les groupes électrogènes. Ensuite, on a la ligne 230 volts, la tension que nous recevons tous dans nos appartements ou nos maisons. Derrière, il y a notamment nos centrales nucléaires, nos éoliennes, etc., nos barrages. Ensuite, autre possibilité, La c'est la pile. pile à combustible, la pile FOI. Donc tous ces générateurs produisent de l'énergie électrique qui va être stockée dans une batterie. Donc la batterie, c'est ni plus ni moins qu'un réservoir d'électricité. Ensuite, il va y avoir une distribution de cette énergie électrique au niveau des consommateurs. Alors par exemple ici, un petit moteur électrique, un écran de télévision, la lumière, la pompe à eau, le chauffage. Donc tout ça sont des consommateurs. Donc voilà une représentation synoptique de l'organisation de notre circuit électrique dans le véhicule. On a deux sortes de batteries. En premier, la batterie moteur, la batterie du porteur, celle qu'on appelle souvent batterie de démarrage. Cette batterie, elle est capable de fournir un fort courant au moment où on actionne le démarreur, mais en très peu de temps. Ensuite, on a une deuxième batterie qui est la batterie cellule ou la batterie dite auxiliaire. Alors elle, à l'inverse, elle fournit un petit courant, mais pendant longtemps.
Voilà, hein, on dira d'ailleurs qu'elle est à décharge lente. Alors, les caractéristiques des batteries donc classiques, plomb électrolyte, c'est celles qui sont montées le plus souvent dans nos cellules, hein, majoritairement. En tout cas, quand vous achetez un véhicule, ben, c'est équipé d'une batterie comme ça. Euh, C'est moins cher. c'est moins cher, bien évidemment. Par contre, sur des modèles haut de gamme, on a en effet des batteries lithium aujourd'hui qui sont sur le marché depuis Mais quelques années. quand on parle de batterie au gel, là, c'est pas au plomb. Alors là, tu me devances, Ah on bon, va en parler. Si ce sont des batteries au plomb, je vais en parler un peu plus loin. Donc, les caractéristiques d'une batterie, c'est la tension, une des premières, voilà, 12 volts. La plupart de nos véhicules sont 12 volts, parfois les poids lourds en 24 volts. Donc, c'est la tension aux bornes que nous avons ici, qui doit être, on va dire, de 12 volts, en gros. Ensuite, l'intensité au démarrage, ampères, vous le voyez là, 200 ampères, ça c'est justement l'intensité que doit fournir cette batterie au moment du démarrage. Hein, un fort courant pendant un temps donné, mais assez court, à une température précise et une tension minimale à ne pas dépasser. Oui, en effet, si la tension de la batterie est trop faible, eh ben, ça fait toc, voilà, ça ne démarre pas. Voilà. C'est donc lié à une tension trop faible. Et enfin, la capacité nominale exprimée en ampères-heure, c'est celle qui correspond à une décharge lente. Par exemple là, bon, elle est marquée 40 ampères-heure, ça veut dire qu'elle est capable de restituer 4 ampères pendant 10 heures. Autre exemple, une batterie de 100 ampères-heure, elle peut fournir une intensité de 10 10 ampères ampères. pendant 10 heures. Oh, 10 fois 10, 100. Ou alors carrément, 100 ampères, ça peut être 1 ampère sur 100 heures. mm. Voilà. Alors, quelques conseils par rapport à ces batteries. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour protéger sa batterie des décharges répétées et trop profondes, hein, il faut interposer ce qu'on appelle une protection tension basse. C'est quoi? Ben, c'est un clapet en fait. Arrivé à une certaine valeur de tension, ça coupe. Il n'y a plus de courant qui sort de la batterie. Alors, je le rappelle, il faut savoir qu'une batterie liquide, batterie au plomb liquide, on a une exploitation à 50%. Donc si elle affiche 100 ampères, en fait, on peut en disposer que de 50. Les autres 50, ben, on ne peut pas y toucher. Si on y touche, on endommage très sérieusement la batterie et en tout cas sa durée de vie. Cette protection de tension basse, moi je vous conseille, alors si les véhicules en sont équipés, on n'en parle pas. Si vos véhicules n'en sont pas équipés, il suffit de l'interposer entre la batterie, cellule, et puis l'équipement. Hein, ça se met en série. C'est très facile à connecter. Prenez un réglable, de manière à, suivant le type de batterie, les réglages peuvent être différents. Par exemple, là, on voit régler à 11,8 volts pour une batterie acide liquide, comme je vous disais, avec une capacité de 50% de décharge. Si vous avez affaire à des batteries AGM ou gel, j'en parlerai un peu plus loin de ces batteries, là, on réglera à 10,8. Malheureusement, on ne peut pas l'exploiter plus, c'est lié à la Mhm. technologie. Alors, à l'utilisation de la batterie, j'en avais parlé aussi sur une précédente vidéo, du problème de la sulfatation. J'avais comparé ça un peu à du tartre. Hein. C'est donc la corrosion des plaques de plomb qui recouvre en fait ces plaques de plomb de sulfate. Et ce sulfate, il est tout simplement dû à des décharges trop profondes. En effet, si on va au-delà de 50%, eh bien, elle va se sulfater et donc ce sulfate va recouvrir les plaques de plomb et va diminuer les performances au point d'ailleurs de la mettre HS. Bah, par rapport au sulfate qu'il y a dans tes batteries, parce que Voilà, alors, ben, il peut arriver, oui, qu'on arrive en dessous de ces zones-là, qu'on n'ait pas fait attention. alors justement, c'est la recharge régulière sous 230 volts qui va faire, qui va permettre une désulfatation. Hein. Ah, ça Donc, peut partir donc. tout à fait, ça peut partir, alors peut-être pas à 100%, mais en Oui, tout oui. cas, c'est pour ça qu'il est conseillé de se mettre sur le 230. Ça permet de nettoyer partiellement ces plaques de plomb, hein, D'accord. d'enlever partiellement ce sulfate. Si on ne le fait pas, par contre, c'est sûr qu'il reste. Alors, autre conseil pour améliorer la recharge en roulant, il faut disposer d'un booster. Alors, certains véhicules en sont équipés, d'autres non. C'est quoi un booster? Tout simplement, l'alternateur, lui, évidemment, quand on roule, hein, produit une tension qui est entre 13,8 et 14,8 volts. Cette tension, elle arrive diminuée à la batterie, tout simplement par les chutes de tension, elle va être diminuée. Les chutes de tension qu'on peut avoir au travers de la section du fil, et naturelle d'ailleurs. Hein. Pour chaque conducteur, on aura une chute de tension. Donc, elle arrive diminuée à la batterie. Donc, pour ça, ce booster, il va opérer une élévation de la tension. Il va la relever, supérieure à 14,8, de manière à pouvoir recharger cette batterie cellule en roulant. Il sera, ici, vous voyez, on montera entre 14,7 et 15 volts hein, pour une batterie classique acide.
Autre point, alors ça c'est pour les nouveaux véhicules, hein, les dits à alternateur intelligent, enfin des véhicules qui sont dotés d'un DC-DC. En tout cas, si vous n'en êtes pas équipé, il faut absolument s'en équiper. Parce que pour les porteurs moins polluants, notamment suite à la norme Euro 6 qui date de 2016, cette norme prévoit de limiter la production d'énergie, donc de consommation de carburant, donc moins de pollution. Par ce biais-là, il y a un ralentissement de la production d'électricité au niveau de l'alternateur. Je m'explique. On aura ce qu'on appelle, on aura une déconnexion, par exemple, en côte. On va faire en sorte que notre alternateur ne débite pas, de manière à ne pas amener une surconsommation. Ce sont des alternateurs dits pilotés, dits voilà, smart alternateurs. Moi, je vous conseille fortement d'en mettre un, surtout, indispensable en tout cas, dès qu'on a une batterie lithium. Je dirais que c'est même obligatoire. Maintenant, à la question d'une batterie supplémentaire. Certains mettent une deuxième batterie. Il faut d'abord se poser la question. Pour augmenter son autonomie, faut-il installer une deuxième batterie, c'est-à-dire un deuxième réservoir? Bon, on pourrait dire, ben oui, si je mets un deuxième réservoir électrique, automatiquement, j'augmente mon autonomie. Attention, il faut être prudent. Rien ne sert d'augmenter le nombre de réservoirs s'il n'est pas possible de les remplir correctement. Ah oui. Donc, il faut savoir, sur des batteries plomb, qu'il faut entre 15 et 20 heures pour la recharger. Et si vous ne la rechargez pas à 100%, c'est ce que je vous disais, elles vont se dégrader très rapidement. Avant d'installer un équipement supplémentaire, qui va donc permettre de recharger notre batterie cellule de manière plus efficace. Il va falloir d'abord faire ce qu'on appelle un bilan énergétique. Qu'est-ce que c'est? C'est un bien grand mot, c'est en fait de faire un calcul de consommation. Et là, c'est rébarbatif. Je commence à avoir une tête. Alors, j'ai dressé un petit tableau, c'est très facile à faire. Il suffit de lister tous les appareils que vous avez dans votre cellule, hein, du téléviseur, enfin, bon, pour ceux qui en ont, au chauffage, à l'éclairage. Bon, le chauffage étant, ça peut être un des plus gros consommateurs d'électricité. On alignera l'intensité pour chaque appareil. On essaiera de définir le temps d'utilisation, 3 heures par jour, 12 heures par jour pour le chauffage par exemple. En hiver, bon, on prendra cette base. Et puis, à partir de ce deuxième tableau, on pourra définir la consommation journalière. Voilà. Par exemple, un téléviseur qui consomme 4 ampères avec son démodulateur, si on regarde la télé pendant 3 heures, ça nous fera une consommation de 12 ampères sur la journée. Donc là, ce qui fait en fait un total de 48 ampères heure par jour. Voilà. Bon, sur cette base-là, mais on peut l'affiner, bien évidemment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une batterie au plomb électrolyte, une batterie classique de 100 ampères pourrait suffire. Alors, batterie supplémentaire. Donc oui, on peut très bien, si on a la place dans la cellule, soit, si c'est nécessaire de la changer, on peut mettre une batterie de plus grande capacité. Il n'est pas conseillé de mettre une deuxième batterie et la connecter à la première. Il est impératif que toutes les batteries doivent avoir le même voltage. On ne va pas mettre une 12 volts et une 6 volts, hein, ou une 12 ou 24 volts. De même technologie, donc si c'est une batterie au plomb liquide, il faudra mettre une batterie plomb électrolyte. Voilà. Et de capacité identique. Il faut que ces batteries aient le même âge. On n'associera pas une batterie qui a 3 ans avec une batterie neuve. Donc, au niveau de la connectique, si on fait un branchement en série, on va avoir les tensions s'ajoutent. Bon, c'est pas ce qu'on appliquera sur nos véhicules. On restera sur du 12 volts la plupart du temps. Par contre, donc voilà, ça sera donc le montage parallèle. Donc on relie le plus au plus, le moins au moins, et ensuite donc on se retrouve avec une tension qui reste la même, 12 volts. Par contre, on peut voir qu'on totalise les capacités. Donc ici, 110, 110, on aura une batterie de 220. Alors, autre point important, à l'utilisation, on croisera, on prend le plus ici, pour l'utilisation, on prendra le moins de cette batterie. Hein, on ne se positionnera pas sur la même batterie. Hein, donc en diagonale, le plus au moins, ou le plus au moins. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est à prendre en compte. Alors, justement, là, on est sur les différents types de batteries dont tu me parlais tout à l'heure. Donc, on trouve sur le marché des batteries AGM. Ce sont des batteries à électrolyte aussi, dans du buvard en fibre de verre. Alors, ces batteries ont la particularité, quand même, c'est de permettre une autonomie supérieure, entre 10, 15, 20%, suivant les marques, par rapport à une batterie classique. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra aller à une décharge au-delà de 50%, donc à 60, 65, 70%, enfin, il faut voir ce qui est affiché quand on l'achète. Elle est prévue pour 250 cycles. Au bout de 250 cycles, elle sera changée. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle?
C'est une décharge à 50%, hein, je suis toujours sur ma batterie classique, à l'occurrence ici à 70, et une recharge. Ça, c'est un cycle. Si vous faites un tirage de 10%, et puis vous rechargez, ça ne compte pas pour un cycle. Le cycle, c'est vraiment aller au bout et la recharger. Et ben donc, alors 256 garanties, par exemple, pour cette batterie. Si on n'arrête pas de charger à 10%, 10%, 10%, en fait, les 250 cycles resteront jusqu'au bout, ou Alors, bien? bien sûr, Ah oui, mais ça veut dire qu'on ira bien au-delà. On n'aura pas que, on n'aura pas, c'est pas une recharge à 10% qui compte pour un cycle. Voilà. oui, donc, Donc on allonge considérablement notre durée de vie. ah oui, c'est ça. Si on avait une exploitation à 50, 60, 70%, c'est-à-dire de sa capacité, on a un potentiel de 250 cycles. Donc Oui, la batterie AGM offre une autonomie, en fait, une exploitation de la batterie beaucoup plus puissante. beaucoup plus conséquente. Oui. Voilà. Donc tout à l'heure, par exemple, quand on était limite en termes de, sur mon exemple, hein, de bilan énergétique, là on peut opter pour une batterie AGM qui nous met une marge. Autre type de batterie, les batteries gel. Bon, en fait, l'électrolyte, elle est gélifiée avec de la silice. Donc ces batteries gel, elles offrent aussi une autonomie supérieure, elle, de 20 à 30%, donc un peu plus performante que les AGM et bien sûr que les liquides. Bon, étanche et sans entretien comme l'AGM. Et là, on est sur une décharge qu'à 80%, en tout cas c'est ce qui peut être affiché, c'est pas toujours vrai, il faut s'en assurer. Bon, là, on arrive à avoir 30% de cycle en plus, donc on est sur quelque chose de 300, un peu plus de 300, on était à 250, 325, enfin bon. Voilà, en tout cas, beaucoup plus de cycles et une exploitation plus importante et aucun entretien puisque l'électrolyte est légélifié. Alors, Voilà, on arrive lithium, à la c'est ça. batterie de la dernière génération, la pile lithium, lithium fer phosphate, qui a fait son apparition depuis quelques temps. Bon, ici, vous avez, je représente une batterie Super B, il y a plein de constructeurs maintenant. L'inconvénient tout de suite de cette batterie, c'est le prix. Ça coûte très cher, 1000, 1500, 2000 euros. Bon, c'est suivant la capacité évidemment qu'elle offre. Mais alors, le gros avantage, c'est qu'elle se recharge très rapidement. On le voit ici, en roulant. Si vous avez, et là, il faut impérativement monter un DC-DC, on peut recharger à 50, 60 ampères, 100 ampères sur une heure. Ça veut dire qu'en une heure, une batterie de 100 ampères, si elle était vide, elle serait rechargée. Bon, ça, la batterie plomb ne permet pas ça. Théoriquement, une batterie plomb doit la recharger à un dixième de sa capacité. Donc une 100 ampères, il faut que notre chargeur ne fasse pas plus de 10 ampères. Voilà. Donc ça veut dire que on aura donc une durée beaucoup plus conséquente. En stationnaire, un chargeur, c'est suivant le chargeur, mais il faudra aussi adapter le chargeur. Hein. On ne pourra pas rester avec son chargeur d'origine. Sur un véhicule, on a un chargeur à 15 ampères, 20 ampères. Là, faudra partir sur des chargeurs 70, 120 ampères, comme moi j'ai mis sur mon véhicule. Donc là, en une heure, à quai, au camping, eh ben, on a réinjecté 120 ampères dans la batterie, si toutefois c'est sa capacité. Sinon, elle sera pleine, une 100 ampères, elle sera remplie bien avant une heure. Premier avantage, charge rapide. Et deuxième avantage, la décharge. On peut décharger avec un grand débit, hein, de 70, 100, 120 ampères. Nous qui avons des plaques induction, c'est impossible avec des batteries plomb de pouvoir exploiter la plaque induction. C'est sûr. Donc, parce qu'à chaque fois, on arrive à prendre des 200, 300 ampères. Donc, il n'y a que ce type de batterie qui peut nous autoriser l'exploitation de notre plaque à induction. Alors, exploitation à 100%, ça veut dire qu'on la vide complètement, hein, puis on la recharge. Sur là, une quantité de cycles nettement plus conséquente, hein, on parle de 5000 cycles. 325, on monte à plus de 5000 5000 cycles. cycles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on décharge à 20%, hein, je vous ai dit, ça compte pas pour un cycle, et qu'on recharge tout de suite, mais jamais de la vie, un retraité, il usera sa batterie. Alors, elles offrent aussi un autre avantage, en plus de celui de le poids. Voilà. Hein, même une femme peut la porter. On a un gain de légèreté de 65%, ce qui est considérable aussi sur nos véhicules, puisqu'on est toujours... Oui, on essaie de gagner du poids. Voilà, toujours lié, enfin, notre problème de charge utile revient, est un souci permanent. Alors, je continue. Maintenant, on va voir... Là, j'ai parlé des réservoirs, des différents réservoirs. Donc, on a les batteries plomb électrolytes et puis les batteries au lithium. Maintenant, comment les recharger? Les systèmes de charge. Alors, naturellement, on a l'alternateur. Je vous avais dit que l'alternateur,
En gros, c'est 20 à 25 ampères maximum, bon, à moins de mettre un alternateur plus conséquent, hein, ce qui est vrai sur certains véhicules. Et cet alternateur, il est tout simplement entraîné par une courroie qui prend son mouvement sur une poulie et qui est fixée sur le vilebrequin. Donc dès qu'on met le moteur en fonctionnement, l'alternateur tourne et produit déjà de l'électricité. Par rapport à la batterie du moteur, Oui. il faudra attendre qu'elle soit complètement chargée pour qu'il passe derrière. Ah oui, la priorité c'est de recharger la batterie Ah oui, du moteur, la batterie de démarrage. Mais elle est, bon je ne vais pas faire une démonstration de calcul, mais en quelques secondes elle est rechargée. Parce que oui, c'est même, juste le démarrage en fait qu'il a. même si c'est un débit fort, si on dit un moteur diesel, il va falloir 400 ampères pour, voilà, en phase démarrage. Mais si on regarde le temps de démarrage, c'est quelques secondes. Donc si on fait 400 ampères divisé par 400 ampères heure divisé par 3600 secondes et qu'on a une exploitation de 5 secondes, je vous laisse faire la division. 400 divisé par 3600, c'est rien du tout. Donc elle est rechargée très rapidement. D'accord. Alors, le panneau photovoltaïque appelé Le panneau solaire. le panneau solaire. Alors, bien sûr, je dirais que la plupart des véhicules en sont équipés, certes pas d'origine, hein, mais tout le monde met un petit panneau sur le toit de son véhicule. C'est cher à l'achat, mais après on récupère quand même Voilà. Si on de roule l'énergie si on roule pas, gratuite, oui, si on peut dire. gratuite une fois qu'on a acheté le Oui, panneau. une fois qu'on a acheté. Si on ne roule pas, eh ben, il faut trouver un autre moyen de recharge. Donc le panneau est un moyen. Donc en gros... Et voyager dans les pays ensoleillés. Oui, il faut qu'il y ait du soleil. Ah, ça, je dirais tout de suite, c'est la critique du panneau. C'est ça. Alors, tout le paradoxe, c'est que hiver, le panneau, justement, le panneau, en plein été, c'est là où il a la plus grande production et c'est là où on a le moins besoin d'électricité. Oui, oui. Et en hiver, où on a besoin vraiment beaucoup plus d'électricité, par rapport au chauffage, eh ben, il produit moins parce que le soleil, il est rasant, voire il est Ah. absent. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas penser que le panneau solaire, c'est quelque chose de miraculeux. Oui, non, c'est sûr. La règle, c'est 1 kW par mètre carré, dans le meilleur des cas, avec un ensoleillement permanent au midi solaire, et puis pas de pollution. Bon, voilà. Donc, c'est 6 ampères maxi pour un 100 watts. Donc, au total, en gros, j'ai essayé de définir un petit peu à la louche, hein, au total par jour, en été, il va produire, ce panneau de 100 watts, il va produire 40 ampères heure. Au printemps, 25, et l'hiver, 5 à 10. Alors, on a deux types de panneaux, je dirais qu'aujourd'hui, on travaille qu'avec un, hein. C'est les polycristallins qui sont bleutés, vous voyez, et les monocristallins qui sont noirs. Bon, qu'est-ce qui différencie ces panneaux? Eh bien, tout simplement, les performances. Voilà, un monocristallin, donc le noir, il a un rendement de 18, un rendement entre 18 et 24%, alors qu'un polycristallin, on est sur un rendement de moitié. Voilà. Ah oui, quand même. Quand même, hein, donc ça c'est à prendre en compte. Donc il vaut mieux qu'il soit noir. Mais sur le marché, bon, c'est plutôt... Nous, on n'a que des noirs. On n'a que des noirs. Que des monocristallins. Alors, dans les noirs, il y a deux technologies. Il y a la technologie PERC, qui a un rendement supérieur de 21%. Et puis là, maintenant, on a les BAC, qui ont un rendement de 24%. Moi, j'avais mis des PERC parce que il y a 3 ans, le BAC n'existait pas. Voilà. Donc, les performances des panneaux ont augmenté considérablement. Alors, justement, ça rejoint ta question. Un panneau monté sur un système suiveur, hein, qui coûte d'ailleurs bien cher, hein, qui est la meilleure performance, comme on peut voir au niveau des fermes solaires. Hein, on a des panneaux au Portugal hein, qui suivent parfaitement le soleil, la production. En été, environ 30% en plus de production d'énergie électrique, c'est quand même pas rien. Mais en hiver, c'est là où on le voit. C'est nettement plus conséquent. Une amélioration de 120% par rapport aux panneaux montés à plat. 120%. Associé aux panneaux solaires, il faut monter ce qu'on appelle un régulateur de tension, parce qu'ils ne produisent pas du 12 volts, ils produisent bien plus, donc il faut le réguler. Voilà, on monte sur des tensions bien supérieures. Deux types de régulateurs, les PWM et les MPPT. Moi, je conseille fortement de mettre les derniers, tout simplement parce qu'ils sont encore plus intelligents. Les performances technologiques font que voilà, le résultat est meilleur, le rendement est meilleur. Donc plus cher. Et ils sont un peu plus chers, mais ils fournissent jusqu'à 15 à 30% d'énergie en plus par rapport au PWM qui coupe à une certaine valeur de tension. Là, il y a une exploitation. Enfin, je laisse à chacun s'intéresser au sujet. Donc, si je récapitule, quand on roule, on a un alternateur qui recharge. Quand on ne roule pas, on a le panneau solaire si on a du soleil. Mais si on ne roule pas, si on n'a pas de soleil,
eh bien, il nous reste la solution du groupe électrogène. Eh oui. Le groupe électrogène, deux catégories, le portable et l'embarqué. L'embarqué, plus conséquent, plus lourd, c'est ce qu'on a nous sur le véhicule. Il faut avoir déjà l'emplacement pour le mettre. C'est un peu le souci, hein, le bruit quand même. Hein. Oui, notamment au sport d'hiver. Bah oui. Bon, mais c'est comme ça. Donc, moi, je conseille fortement plutôt un portable. Je n'ai pas de marque favorite, mais le Honda, c'est un groupe qui déjà fournit un courant propre, hein, ça c'est important, 230 volts, 50 Hz, qui est très silencieux, c'est un moteur essence. On peut l'éloigner du véhicule, quand on n'a pas besoin, on le range. On le range. Voilà. Tout à fait. Alors, les portables, donc voilà, le Honda, le 10i, mais il y a maintenant il y a le 20, donc le 2 kg, le 1 kW, 1000 watts ou le 2000 watts, 2 kg. Ça, moi, je trouve ça, pour moi, c'est la solution idéale. Bon, ça suppose d'avoir un petit jerrycan avec de l'essence et puis de le remplir régulièrement. Bon, ça, c'est un petit peu la contrainte. Ces groupes fournissent donc du 230 volts en sortie. Ça n'a pas des grosses performances, ça met un peu de temps pour charger, mais bon, voilà. Ça offre les avantages de légèreté, où là, on sort du 8-10 ampères. Ensuite, des embarqués. Alors, plusieurs marques, Teller, Dometic, et puis j'en passe, ça, c'est les plus utilisés chez nous. Contrairement à l'autre, qui utilise que l'essence, là on va trouver du gasoil, du moteur gasoil ou au gaz, au GPL. Donc on aura aussi bien sûr une sortie en 230 volts et puis une sortie en 12. Bon, mais donc plus compliqué quand même à placer sur nos véhicules. Un autre groupe, c'est le Gasperini, acheté récemment par le groupe, enfin depuis quelques temps par le groupe Teller. Donc ça c'est un petit groupe électrogène qui utilise le gaz, le GPL, et qui va nous sortir du 20 ou du 25 ampères. Par contre, on n'aura pas de 230 volts. Un autre générateur, le Bull Power, celui-là, je le conseille vivement, parce que, alors, il fonctionne à l'essence, et on peut avoir un débit qui va jusqu'à 45 ampères. Vous voyez, il est un peu comparable au petit groupe Honda, portable, mais voilà, il a un débit quand même plus conséquent. Enfin, la pile à combustible FOI, suivant le type de pile, eh bien, on va débiter du 3, 6 ou 10 ampères pour les plus fortes, ce qui veut dire que par jour, voilà, une capacité de charge de 80 à 250 ampères. Il suffit de mettre du méthanol, hein, oui, c'est ça. une cartouche là, de 5 litres ou de 10 litres, et puis au travers de cette pile, eh bien, on va ressortir de l'énergie électrique pour recharger notre batterie. C'est pas très lourd, 6-7 kg, mais ça fait le bruit comme un ordinateur. Ah oui, c'est pas... Mais l'avantage, c'est que voilà, c'est automatique. À partir d'une valeur de tension, il va s'enclencher et recharger systématiquement. Puis l'éthanol, t'en trouves partout. Et l'éthanol, on en trouve partout. Voilà en ce qui concerne la gestion électrique sur nos véhicules, ce que je pourrais en dire. Bien sûr, il y a matière à développer plein de sujets. Je vous laisse le soin de les développer et puis éventuellement de poser des questions. Bon, non. Ça n'a peut-être pas été trop lourd, si, un peu. Ça va. Mais bon, tu parles assez vite quand même. Donc, bon. Le temps que mon petit cerveau prépare ses questions, oui. Après, c'est déjà passé. Donc, bon. Bon. Après, si vous voulez poser des questions dans les commentaires, hein, je pense que... Il faudra les poser. Toujours à même d'y N'hésitez pas. Voilà. Suivra la prochaine vidéo, ça sera mon circuit, l'optimisation de mon circuit. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait de mieux pour justement appliquer tout ça et faire les bons choix. Voilà. Bon, ben, au revoir les amis. Au revoir les amis. À bientôt. À bientôt.